Voilà, donc je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Donc, Dalibor Friou, vous êtes philosophe, écrivain. Vous avez cofondé le prix du roman de l'écologie en partenariat avec la Fabrique écologique. Et vous avez écrit de nombreux livres et vous êtes aussi auteur de différents rapports sur l'écologie. Vous avez déjà participé à nos controverses, etc. Ensuite, Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur dans un institut de sondage, Harris Executive, et vous êtes spécialiste de l'opinion publique, des enjeux, en particulier en période électorale. Et Sylvie Olitro, vous êtes chercheuse en sciences sociales, directrice de recherche au CNRS et directrice de la recherche à l'École des hautes études en santé publique, et vous avez particulièrement travaillé sur les mouvements sociaux, en particulier les mouvements écologistes, etc. Alors, premièrement, je vais proposer à Jean-Daniel Lévy de nous faire un petit panorama en 10-15 minutes. Harris Executive, en cette période, présente un peu chaque semaine l'état de l'opinion publique par rapport aux futures élections présidentielles. Donc là, est-ce que vous pouvez nous faire déjà comme ça, à l'instant T, un petit peu un constat de la situation actuelle au vu des présidentielles à venir et en étant un petit peu axé sur le débat écologique. Et puis, je ferai réagir les autres intervenants par rapport à votre premier constat. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être même que si j'ai la possibilité, je vais vous partager quelques éléments que j'ai sur, si vous m'autorisez, si vous me donnez l'autorisation, des éléments que je pourrais projeter à l'ensemble de l'assistance. Ah, on ne vous entend plus, Jean-Daniel. Voilà. Vous m'entendez parce que mon son avait été désactivé. Et si vous m'autorisez en fait à partager, si vous m'autorisez à partager un document, Oui. Je vais le faire. Là, je n'ai pas le droit pour l'instant. Ah. C'est bon. C'est bon? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien les choses? Oui. D'accord, très bien. L'idée, si vous me permettez, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'intention de vote et vous y avez fait référence, ça sera peut-être dans le cadre de cette première prise de parole de ne pas forcément parler d'intention de vote en tant que telle, mais plutôt de parler de l'état d'esprit des Français sur les préoccupations telles qu'ils peuvent les avoir dans le cadre de la situation actuelle et essayer de nous projeter vers la campagne électorale. Nous venons de réaliser pour Challenge, vous voyez en fait fin juillet dernier, une grosse enquête, plus de 10 000 personnes qui ont été interrogées, donc c'est un panel important. L'idée étant pas d'entrer dans le détail de ce que les uns ou les autres avaient envie de voter dans le cadre de la prochaine présidentielle, parce que je pense qu'on est loin, mais également d'arriver à prendre certains éléments en compte. Le premier point en fait, qui m'apparaît comme étant important de mettre en avant, c'est une question générale autour des valeurs de la société française. Parce qu'en fait, on parle de plus en plus d'une société française qui serait individualisée, repliée vers elle-même, dans une version qui serait une version consumériste et pas citoyenne, et avec une situation où, en gros, le comportement électoral serait plus un comportement de consommateur que de citoyen. Indépendamment en fait, de la dimension d'attitude globale que l'on peut avoir, ce qui m'apparaît important de mettre en avant, c'est qu'on a quand même aujourd'hui une société française qui est tournée vers le collectif et vers une définition d'intérêt général. Le respect, l'honnêteté, la loyauté, l'écoute, la responsabilité, l'entraide, la tolérance, ce sont les aspects qui sont les plus valorisés de la part de nos compatriotes, et ce, bien plus qu'une dimension telle que l'esprit d'initiative, l'autorité ou l'ambition, alors même qu'on a parfois la perception que c'est quand même une nouvelle société à laquelle nous devrions faire face, c'est-à-dire une société des individus, une société où l'ambition ou le caractère individuel l'emporte sur toutes les dimensions. Le deuxième aspect, pour entrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, quand on non pas les interroge en termes de valeur par rapport à eux en tant que consommateurs, mais en tant que citoyens, d'une manière générale, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes à défendre dans le cadre de sa vie de citoyen? Vous le voyez, la question de l'écologie arrive assez haut dans la hiérarchie des points qui apparaissent comme étant prioritaires.
prioritaire, c'est-à-dire pas forcément une dimension qui apparaît comme étant importante dans l'absolu, mais qui apparaît comme étant plus importante que toutes les autres dimensions qui sont citées. Il y a la liberté, il y a la famille, il y a la justice, l'égalité, la démocratie. Donc, on a en gros le diptyque, en tout cas 2 des 3 éléments de ce qu'on peut avoir dans le cadre de notre situation et dans le cadre de notre devise républicaine, un aspect de justice, un aspect de démocratie et l'aspect écologique apparaît comme étant prioritaire pour un Français sur 5 que nous avons interrogé. Donc, c'est-à-dire prioritaire au détriment d'autres dimensions qui sont citées dans le cadre de cette liste. Le troisième aspect que je voulais mettre en avant, les priorités que l'on peut avoir à titre personnel. Donc, on a mixé différentes dimensions et différentes actions que l'on peut avoir. Et vous pouvez le voir. Premier aspect, avoir plus de temps pour soi, pour ses amis, pour sa famille. Je serais tenté de dire que c'est assez logique, on le voit de manière assez fréquente. En revanche, 2 thématiques qui, d'une manière ou d'une autre, tout parle d'écologie ou d'environnement, arrivent en 2e et 3e position. En 2e position, avoir un mode de vie plus sain. Et en France, par rapport à d'autres types de pays, cela renvoie à la question que l'on peut avoir en matière d'alimentation d'un côté, en matière de comportement sportif, par exemple, ou d'entretien de son corps que l'on peut avoir de l'autre. Et puis, 3e aspect, agir pour la planète, avec la réduction de la consommation, l'usage de sa voiture qui apparaît comme étant réduit. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dimensions qui sont directement liées au comportement électoral de la part de nos citoyens, mais il s'agit d'un point qui entre parfaitement en résonance avec les aspirations, les appétences et ce qui apparaît comme étant une préoccupation de la part de nos compatriotes. On dit souvent qu'il y a des césures fortes selon les générations, avec, pour faire vite, des jeunes par rapport à des personnes âgées qui se comportent de manière extrêmement différente. Vous pouvez le voir que lorsqu'on interroge même les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, les dimensions, en fait, mode de vie sain et agir en faveur de la planète constituent parmi les thèmes qui sont le plus cités, même de la part des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, donc avec une forme de prise de conscience qui sont évoquées de la part de quasiment tout type de citoyens. J'ai mis l'accent là sur la dimension générationnelle. On peut voir également le même type d'approche lorsqu'on est sur une dimension à caractère social. D'ailleurs, quand vous interrogez les compatriotes sur le regard que l'on peut avoir et sur des aspects qui apparaissent comme étant des points de progrès d'un point de vue global, l'évolution de la médecine, et on voit qu'il y a un lien fort derrière la thématique écologique et environnementale, et le rapport à la science constituent les points qui sont les plus évoqués également de la part des Françaises et des Français, même si vous le voyez tout en bas, la question du nucléaire ne constitue pas aujourd'hui la marque d'un progrès et arrive en avant-dernière position concernant les zones de progrès de la société française. D'ailleurs, quand on jette la focale sur le regard à l'égard du nucléaire, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous disent en fait qu'il s'agit d'un des points qui est la marque d'un progrès, c'est un aspect qui est minoritaire pour toutes les catégories de population, un peu plus marqué de la part des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, mais je serais tenté de dire uniquement limité à un tiers de cette population. Lorsqu'on poursuit d'ailleurs l'investigation chez nos compatriotes, quand on prend les points qui apparaissent comme étant prioritaires en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les choses de 2 manières. Accélérer la transition énergétique arrive plutôt en bas dans le tableau qu'on a évoqué. 81% des Français disent qu'il s'agit soit d'un aspect important, soit d'un aspect tout à fait prioritaire. Donc, ce qui arrive bien plus bas que l'idée de la réduction du chômage, que l'idée d'avoir une politique contre la délinquance qui est plus efficace, d'investir davantage dans l'éducation et la formation, d'investir davantage dans la recherche, etc. Mais quoi qu'il en soit, le fait que nous ayons aujourd'hui 46% des Français qui déclarent que la dimension d'accélération et la transition énergétique leur apparaît comme étant une dimension non pas importante, mais tout à fait prioritaire, montre bien également le sentiment et les limites de cette dimension-là. Derrière la question de la transition énergétique, celle-ci, ce terme apparaît parfois comme étant peu clair, peu appropriable aux yeux des personnes qu'on a été amenées à interroger, ou globalement, on nous dit que cet aspect-là n'est pas forcément suffisamment clair et parfois équivoque. Qu'est-ce que cela veut dire précisément la transition énergétique? Comment cela se manifeste-t-il aux yeux des individus en termes d'efforts qu'il faut faire, en termes d'effets à caractère financier ou de réduction de la qualité de vie. Mais quoi qu'il en soit, une dimension, vous le voyez, qui dans l'absolu apparaît comme étant relativement élevée. Elle apparaît d'autant plus élevée que quand on pose la question des sujets qui génèrent le premier sujet d'inquiétude chez nos compatriotes, c'est le dérèglement climatique. C'est aujourd'hui plus d'un Français sur 2 qui ne dit pas que ce sujet les inquiète, mais qui déclare que ce sujet les inquiète beaucoup. Et vous le voyez,
cela arrive devant des thèmes qui marquent l'actualité, comme la question du terrorisme, comme la question de la délinquance, comme la question des inégalités, voire même que la question de la pandémie de Covid-19. Donc, alors même que nous sommes dans une période qui est une période de tension forte, de crise sanitaire avec des conséquences économiques et sociales, alors même qu'on parle très fortement de préoccupations en matière de sécurité de la part des individus, vous le voyez, l'aspect du dérèglement climatique constitue un aspect de préoccupation majeure chez nos compatriotes. Et non seulement c'est un sujet de préoccupation majeure, mais quand on pose la question de savoir est-ce que globalement la situation s'est améliorée, dégradée ou n'a pas changé au cours de la période récente, vous pouvez le voir, le premier sujet de détérioration dans la société française, c'est là aussi le dérèglement climatique. 75% le mettent en avant devant les autres dimensions, comme par exemple la délinquance, les fake news, les inégalités, le chômage ou encore la pandémie de Covid-19. Si l'on poursuit et qu'on cherche d'ailleurs à projeter sur un axe non seulement les sujets sur lesquels on a le sentiment que la situation s'est dégradée, mais également les points sur lesquels, en fait, qui constituent le point de préoccupation le plus important, le sujet qui est le plus en haut à droite, c'est-à-dire le plus anxiogène et qui s'inscrit dans une dynamique négative, c'est le dérèglement climatique devant la thématique d'inégalité, délinquance, terrorisme, niveau des impôts ou encore pauvreté. Ce point-là entre d'ailleurs en résonance avec des sujets sur lesquels les Français sont prêts à se mobiliser. On l'a vu, par exemple, dans le cadre de l'année 2019, où globalement, on a vu, notamment de la part de la jeunesse, des mobilisations qui étaient relativement importantes. Ce sur quoi on déclare qu'on est plus prêt à se mobiliser aujourd'hui, c'est derrière la question des droits des femmes ou de la lutte contre les féminicides, derrière le soutien aux victimes d'attentats, le fait qu'il faille défendre le climat. 54% des Français déclarent qu'ils sont prêts à pouvoir descendre dans la rue pour défendre le climat. Alors, ça ne veut pas dire que demain, un Français sur deux sortira dans la rue, mais ça veut dire qu'il y a une appétence potentielle à pouvoir le faire et que cette appétence, du fait de pouvoir défendre le climat, constitue un des aspects essentiels de la part de la jeunesse, vous le voyez, 65%, mais est également mobilisée de manière nette, même de la part de cette catégorie de population que j'avais mise en avant tout à l'heure, à savoir des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus. Le dérèglement climatique s'inscrit dans un contexte où on a le sentiment que les pouvoirs publics n'agissent pas assez en faveur de l'environnement, que ce jugement est un jugement partagé, et même partagé de la part des personnes qui sont issues des catégories populaires et pas uniquement de la part des personnes qui sont issues des catégories supérieures, et avec un regard que je trouve intéressant de la part de nos compatriotes, que même si on a le sentiment, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais qu'on est dans un environnement général où tout le monde ne fait pas d'efforts, on est quand même prêt à faire des efforts en faveur de l'environnement, alors même que dans le reste du monde, on n'a pas forcément le sentiment que cette dynamique est une dynamique qui est véritablement vertueuse. J'avais travaillé pour la Convention citoyenne sur le climat et c'était un aspect qu'on avait très clairement identifié. Il faut agir. Et puis le dernier point, ce sur quoi on est prêt à agir, trier les déchets, faire réparer ces électroménagers, ces appareils électroménagers en panne au lieu d'en acheter de nouveaux, ou éventuellement réduire le chômage, privilégier les produits en vrac, moins prendre l'avion pour partir en vacances. Donc voilà, rapidement, des premiers points qui fait qu'on n'entend pas tout à fait, et vous m'envoyez désolé sur le cœur du sujet, on pourra, je pense, en parler tout à l'heure assez rapidement, mais ça m'apparaissait comme étant important de prendre les grandes tendances d'opinion. La tendance d'opinion qui se dégage derrière tout cela, c'est que la crise de la Covid n'a pas aboli les préoccupations qui existaient préalablement. Que la crise de la Covid n'a pas mis fin aux préoccupations en matière de santé ou en matière écologique et environnementale. Et que tout ce qu'on avait pu voir avant, ne serait-ce que le premier confinement, non seulement est maintenu, voire même est accéléré. L'idée selon laquelle aujourd'hui le dérèglement climatique pose à terme la question de la survie de l'espèce humaine constitue un point de crispation extrêmement fort chez nos compatriotes, qui fait que, alors qu'au cours des années 90-2000, parler d'écologie et d'environnement, c'était parler en fait de dimension d'espoir. Aujourd'hui, parler d'écologie et d'environnement, c'est parler de situations de crainte, d'inquiétude, voire de peur manifeste, non pas sur le moyen ou le long terme, mais sur le court terme, avec des Français qui s'interrogent, va-t-on pouvoir avoir et garantir à nos enfants ou nos petits-enfants une planète qui est une planète viable, donc des Français qui sont non seulement préoccupés, mais terriblement inquiets à l'égard des conséquences que peut avoir cette situation. Merci beaucoup. Donc, je voudrais maintenant poser à nos trois autres intervenants, si vous pouvez réagir très rapidement à ça en 5 minutes chacun, avant d'engager le débat sur des questions plus précises.
Alors, je ne sais pas, je vais commencer par Dalibor, par exemple. Oui, bonjour. Donc, 5 minutes, c'est ça? Oui. D'accord. Et bonsoir à tous. Alors, c'est toujours très intéressant ces sondages, hein, surtout ça porte sur 10 000 personnes, donc c'est impressionnant, c'est beaucoup plus que la moyenne. Alors, le fait que toutes ces transitions soient des objets de préoccupation, ça devrait déjà être un message adressé à nos hommes politiques. Parce que là, ce qui se prépare, c'est la sécurité et l'immigration comme leitmotiv de la campagne, comme quasiment toutes les présidentielles. Donc effectivement, il faudrait comprendre que parmi les sujets régaliens, l'écologie fait une entrée fracassante. Il ne s'agit plus de toujours faire peur avec des attaques terroristes ou de la délinquance en bas de chez soi. La délinquance, là, elle vient du ciel, elle vient de l'air, elle vient de l'eau qu'on respire. Il faut que l'écologie devienne un sujet régalien et que tous nos matamores et nos hommes forts et nos hommes providentiels s'emparent de ce sujet et qu'ils le regardent. Alors ça me semble quelque chose d'essentiel. Je pense que ce qui va nous manquer, c'est quelqu'un qui, dans la présidentielle, j'y reviendrai peut-être plus tard, soit un peu notre Churchill, c'est-à-dire qu'il arrête de promettre que la transition écologique, ça va être garder la même voiture, rouler de la même manière, sauf que ce sera un moteur électrique. Consommer, partir en avion, ou consommer de la même manière, sauf que ce sera une électricité renouvelable, etc. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui sont lénifiantes et que sans doute, même dans la façon dont les questions sont posées, parce que quand on dit dérèglement climatique, on a l'impression qu'on lutte contre une invasion d'extraterrestres ou je ne sais quoi. On ne lutte pas contre le changement climatique, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, on lutte contre les contradictions de nos modes de vie, le caractère non soutenable de notre vie quotidienne, en tout cas pour le quart occidentalisé de l'humanité. Donc déjà, il va falloir nommer les choses, que l'écologie est un sujet régalien, qu'on n'est pas en lutte contre je ne sais quel réchauffement, on est en lutte contre nous-mêmes et pour notre survie, de certaine façon, et contre des modes de vie. Donc ça va être très très difficile, y compris dans les questions qui sont posées. Donc, il faut arrêter d'être lénifiant, il faut arrêter de parler de la transition énergétique, ça va être des ruptures, c'est plus des transitions, c'est des ruptures. Et d'une certaine façon, il faudrait même reformuler, si on devait refaire une étude comme monsieur Lévy l'a faite, il faudrait reformuler en nommant les choses. Est-ce que véritablement, vous êtes prêt à limiter vos déplacements? Est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande? Est-ce que vous êtes prêt parce que si vous posez la question dans sa généralité, tout le monde est préoccupé, tout le monde est prêt à changer. Enfin, changer quoi? On sait très bien que les deux aspects, par exemple, il y a eu une étude du cabinet Carbone 4, je crois, sur les changements héroïques d'un individu. Et en grosso modo, pour réduire les empreintes de CO2, il y a 25% qui revient aux individus, 75% aux entreprises et aux États. Et sur les 25% qui vous reviennent, pour vraiment aller jusqu'au bout de ces 25%, il faudrait avoir une démarche héroïque qui serait ne plus quasiment manger de viande et ne plus prendre l'avion. Là, si vous commencez à dire ça aux gens, et pourtant, c'est juste le premier pas, hein, c'est vraiment juste le premier pas. Je rappelle qu'il faut passer de 11 tonnes de CO2 par an et par Français à 2 tonnes. 2 tonnes de CO2 par an et par Français en termes d'émissions pour arriver aux objectifs 2050 et qu'un simple aller, un aller simple pour New York, c'est déjà 1 tonne de CO2. Donc, il y a un gros tabou, non pas sur la direction dans laquelle il faut aller, tout le monde est plutôt d'accord, mais l'intensité avec laquelle. Et ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux gouvernants, ça fait peur, y compris peut-être même aux gens qui font des sondages. Parce que poser des questions comme ça, évidemment.
Alors, on va dire, on fait peur aux gens, on les braque, etc. Oui, en attendant, ça n'avance pas du tout. C'est très, très bien que les sujets écologiques deviennent des sujets régaliens, donc des questions de souveraineté nationale, des questions de sécurité publique, des questions d'ordre public. Et ça, c'est nouveau, et que ça se soit à égalité avec la délinquance, l'immigration, etc., et même au-delà, ce qui n'est que justice. Mais il faut nommer les choses, et je pense qu'il est encore trop tôt, malheureusement, dans la présidentielle pour que quelqu'un, même s'il y a une candidate à la présidentielle qui ne va sans doute pas être retenue, mais qui commence à parler de décroissance, qui nomme un peu les choses, il va falloir non pas faire la décroissance, mais faire décroître certaines choses. Et le simple fait qu'il y ait cette… pour finir, hein, je conclus, le simple fait qu'on bute toujours ce mot décroissance sur ce mot décroissance qui nous fait peur, alors que de l'autre côté, il faut faire décroître de façon extrêmement rapide, extrêmement forte nos émissions de CO2. Si ce n'est pas de la décroissance, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, je pense qu'il faut nommer les choses, et que malheureusement, on a encore du temps devant nous avant de le voir faire. Voilà, j'ai terminé. Je n'entends plus personne. Merci beaucoup, Dalibor. Je vais m'adresser à vous maintenant, Sylvie. Qu'est-ce que vous évoque les conclusions de Jean-Daniel? D'abord, je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette controverse, et puis de m'avoir permis de prendre connaissance de cette… Moi, j'ai bien aimé l'idée développée par Jean-Daniel Lévy, que c'était un peu l'état d'esprit des Français. Alors moi, j'ai un autre point de vue, mais qui corrobore un peu quand même ce qui vient d'être développé, c'est-à-dire moi, j'ai suivi un certain nombre de procès militants pour le climat, et je me suis intéressée à tous les mouvements de désobéissance civile qui, je dirais, se sont réveillés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient en léthargie, ils ont toujours existé dans le mouvement écologiste, mais qui ont, je dirais, repris un développement et une envergure ces quelques dernières années. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, et ça a été dit d'ailleurs par Jean-Daniel Lévy, qu'un certain nombre de ces mobilisations, on dit quelquefois, on me demande, notamment les médias et la presse, est-ce que ça marche? Ou est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a un effet sur l'opinion? Je pense que ça a un effet sur l'opinion assez visible, parce que clairement, ce qui a été porté par les marges climat et autres, ça a déjà une résonance sur l'opinion, y compris celle qui a été bien perçue par ce sondage, c'est-à-dire au-delà, je dirais, des cibles habituelles. On réduit aussi souvent l'écologie, bon, ça vous le savez aussi, à une certaine tranche de la population, à des catégories plutôt aisées, à des plus jeunes, etc. Là, on voit que même en termes d'âge, on a noté ça, c'est que ça dépasse ce qu'on appelle la génération climat, que parfois, dont on parle beaucoup dans les médias. Donc ça c'est ce que j'ai retenu de cette enquête. Et au-delà de cette enquête, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui a été dit autour de l'écologie. C'est-à-dire, bon, c'est normal, Jean-Daniel Lévy a fait son focus sur l'écologie et les termes de l'écologie, parce que c'était le lieu, mais en fait, ce qu'il y a autour est intéressant aussi, parce que ça, c'est important pour comprendre les enjeux de l'écologie. Il y a quand même aussi une grande volonté des Français de défendre la liberté, tout en ayant conscience qu'il y a une crise. Et que quand il y a des crises, quelles qu'elles soient, alors moi, qu'il soit maintenant, je fais beaucoup dans la santé publique, on sait qu'il y a des contraintes quand il y a des crises. Et on vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement des changements de comportement. L'État revient très fort. Souvent, il entrave les libertés. Enfin, il peut, en tout cas. Et en tout cas, entraver les libertés pour un intérêt général. Et là aussi, ça peut être un enjeu de campagne, et qui va être compliqué pour tous les candidats. Là, je dépasse peut-être même les candidats écologistes. C'est de faire à la fois, de mettre, je dirais, comme le dit très bien Dalibor Friou, sur la table toutes les contraintes et tout ce qui demande à une société et aux individus de transformer pour aller vers, tout en préservant aussi des libertés fondamentales qui peuvent aussi se réveiller.
Hein. On sait très bien que, y compris chez les écologistes, il y a des contre-mobilisations qui peuvent apparaître. Donc moi, c'est ça aussi, enfin moi qui suis dans les mobilisations et protestations, on sait très bien qu'il peut y avoir aussi des réactions. Donc ça, c'est un point que, voilà, dont on peut mettre en débat. Après, j'ai plein d'autres choses qui sont intéressantes. Savoir aussi que les mobilisations qui mobilisent aussi, c'est défendre le climat, défense des droits des femmes et aussi et tout ce qui est autour des attentats et victimes des attentats. Or, clairement, moi, alors là, c'est plutôt en tant que prof aussi, parce que je suis aussi prof, et effectivement, pour avoir vu mes étudiants dans la rue partir, et notamment sur le droit des femmes et au-delà des femmes, toutes les minorités sexuelles, ça aussi, ça motive beaucoup. Et ça motive, alors certes peut-être les plus jeunes, mais ça a transformé aussi les rapports sociaux. Et ça, c'est aussi un point qui va être important dans la campagne et qui va sans doute traverser la campagne et qui peut s'articuler aux enjeux écologiques, puisque l'écoféminisme arrive, par exemple. Moi, j'ai beaucoup… moi aussi, j'ai mes indicateurs qui sont peut-être qualitatifs, mais par exemple, mes étudiants, garçons ou filles d'ailleurs, lorsque je fais un cours, tout ce qui est écoféminisme, ils me demandent des exposés, ils veulent lire. Et ça aussi, c'est des indicateurs, parce que c'est des indicateurs d'appétit sur une littérature qui était très peu présente, y compris à l'université. Donc ça, c'est les points aussi, enfin je veux dire, c'est pas d'alerte, c'est tout simplement dans les enjeux qui sont des enjeux de campagne, l'enjeu qui va être pour tous les candidats, y compris les écologistes, ça va être à la fois défendre, effectivement, défendre leur position, mais dans une société qui à la fois est peut-être en leur faveur, mais aussi s'est transformée. Et s'est transformée assez fondamentalement, parce que aussi c'est une société en plus qui vient de traverser, on peut dire, une crise pandémique, rappelons la crise sociale des Gilets jaunes, plus une crise aussi institutionnelle. Parce que je finirai là-dessus, il faut encore que les gens aillent voter. Parce qu'on parle d'enjeux d'élection, mais il faut encore qu'ils aillent voter. Et je finirai là-dessus. Ok, donc je vais donner la parole à Géraud Guibert, que je crois que j'ai oublié de présenter dans les intervenants tout à l'heure. Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique. Donc dis-nous, qu'est-ce que t'inspire ces résultats du sondage de Jean-Daniel? D'abord, merci à Jean-Daniel de sa présentation. C'est évidemment rassurant comme présentation en première apparence. C'est pas, à mon sens, peut-être que Jean-Daniel le confirmera, c'est pas très nouveau par rapport à la période pré-Covid. C'est-à-dire que l'environnement a toujours été assez haut, voire même très haut dans les préoccupations des Français depuis quelques années. Alors, ce qui est rassurant, c'est que la crise Covid n'a pas atténué cet effet. Et je me demande si on ne surinterprète pas un peu cette situation. Et je rejoins, je crois que c'est Dalibor qui a évoqué ça, je rejoins cette idée que quand on pose aux Français la question de sujets globaux, ils mettent en effet la question climatique et écologique très haut. Quand on pose aux Français, mais peut-être que Jean-Daniel voudra réagir là-dessus, la question sur leur situation personnelle, est-ce que pour vous, la priorité, c'est d'augmenter les salaires, c'est de créer des emplois ou c'est d'aller plus vite sur la transition écologique? Je pense que le résultat est sans doute un peu différent. Alors certes, Jean-Daniel, je crois, l'a dit, le mot même de transition écologique, je note d'ailleurs qu'il, dans son enquête, il dit transition énergétique. Je ne sais pas si c'est, je pense que c'est un choix volontaire, peut-être qu'il s'en expliquera. C'est vrai que le mot lui-même ne répond pas à des préoccupations de vie quotidienne de nos concitoyens, directement en tout cas. Et peut-être que là, il y a un sujet à creuser pour l'ensemble des gens qui veulent défendre l'écologie, qui veulent aller plus vite, le fait que le mot transition écologique ou transition énergétique, finalement, pour une partie de la population, est assez peu parlant dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a un côté négatif dans ce type d'enquête et qui est bien reflété, je trouve, par l'enquête toute récente, je crois qu'elle est sortie aujourd'hui, sur les jeunes et le climat dans un certain nombre de pays du monde. Parce que cette enquête, elle reflète en effet une anxiété très forte. Et cette enquête, l'enquête dont je viens de parler, qu'on peut vous retrouver certainement dans des bonnes feuilles dans les jours qui viennent, montre que les jeunes, dans la plupart des pays du monde, ont une très forte anxiété vis-à-vis de l'évolution climatique
et y compris vis-à-vis de leur situation personnelle face au dérèglement et au changement climatique. Et moi, mon point de vue, alors peut-être que je me distingue de Dalibor, mais ça permet d'en débattre, mon point de vue, c'est que je ne suis pas sûr que l'anxiété soit moteur de mobilisation et d'action forte dans le débat public et soit même moteur d'obliger nos décideurs à prendre davantage en compte cet aspect-là des choses. Je pense que l'anxiété peut avoir un côté un peu paralysant. Ça justifie évidemment des mobilisations importantes, mais un côté un peu de se dire, de toute façon, c'est foutu. Et donc, après tout, il ne reste plus qu'à retourner sur son jardin et à essayer de vivre le mieux possible dans ce monde extraordinairement difficile. Et voilà, je m'interroge sur le fait que l'anxiété ne soit pas forcément porteur de changement tel qu'on le souhaite. Enfin, la troisième chose que je voudrais indiquer, c'est que, évidemment, il y a un contraste très fort entre ce que vient de présenter Jean-Daniel et puis l'état du débat public dans ce pays, où les questions écologiques, quoi qu'on en dise, sont reléguées bien loin, derrière d'autres questions, ça a été dit, sécurité, immigration, etc. Où on a le sentiment que c'est les seuls sujets qui comptent. Et ce décalage, je pense que ça serait utile peut-être qu'on en débatte les uns et les autres ensemble. Je pense qu'il est dû assez largement au fait que c'est plus facile de parler d'immigration ou d'insécurité que de sujets de transition écologique, que c'est plus, comment dire, qu'il y a une partie de la population, je crois qu'il ne faut pas le contester, qui est très mobilisée sur ces sujets, et qu'une partie des médias, une bonne partie des médias, essaye d'en tirer profit. Je pense que c'est un impératif absolu, quel que soit ensuite ce qu'on veut faire, si on veut que la transition écologique avance, que les prochains mois permettent une inversion de ces thèmes de débat. Et de ce point de vue-là, toutes les bonnes idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais je me dis que, alors, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui ici, dans les controverses, de parler de ça. Je pense peut-être que ça peut venir de débats autour de propositions précises en matière d'écologie qui soient différenciantes. On va en parler peut-être un peu plus tard dans la réunion. Et je suis frappé de voir que, évidemment, quand on parle de ces problèmes de sécurité, quand on parle de problèmes d'immigration, quand on parle même de problèmes de pouvoir d'achat, il existe dans le champ politique des propositions très différenciantes. Est-ce que les propositions en matière de transition écologique sont suffisamment différenciantes pour nourrir le débat? Je n'en suis pas sûr. Et elles ne sont pas forcément d'ailleurs différenciantes sur les bons sujets, me semble-t-il. Et ça, c'est peut-être la suite de notre discussion qui pourrait le montrer. Alors, merci beaucoup pour toutes ces remarques. Alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous parce que je vois que vous soulignez tous à la fois l'urgence écologique et l'évolution de l'opinion publique qui est très sensible à ces sujets, pour qui c'est une priorité, mais qui ne les prend pas forcément en compte dans sa vie quotidienne. Et puis, d'autre part, une quand même relative relégation en seconde place dans le débat général en vue des élections de ces sujets-là. D'un autre côté, on a la primaire des écologistes qui se met en route, les mouvements sociaux qu'évoquait Sylvie. Alors, comment articuler ça? Une forte mobilisation de certaines couches de la population, concrètement, les jeunes, les marches sur le climat, et en même temps, une écologie pas très présente dans le panorama électoral général en dehors du débat écologiste, une grosse abstention aux dernières élections. Comment faire que l'écologie soit aussi plus portée politiquement, même si ça ne suffit pas, mais comment faire en sorte que l'écologie devienne prioritaire justement dans le débat électoral à venir, dans les programmes? Qu'est-ce que les uns et les autres vous avez en tête par rapport à ça? Sur ce point et par rapport à d'autres choses en fait, que j'ai pu évoquer, peut-être j'ai mis dans la conversation le support de présentation, comme ça, si vous souhaitez en fait, le récupérer, le regarder de votre côté, il est à disposition. Et j'ai une enquête plus nourrie éventuellement que je pourrais éventuellement vous transmettre.
poser une question, c'est toujours extrêmement difficile. Le cœur du sujet en fait, qu'on avait abordé avec Challenge n'était pas la question écologique et environnementale, ça faisait partie d'un ensemble plus global. Donc après, il peut y avoir des dimensions d'imprécision ou de points sur lesquels il peut y avoir des débats. De toute façon, les mots ont toujours leur importance. Parler de transition énergétique, parler de transition écologique, parler de réchauffement climatique, parler de dérèglement climatique, ça a toujours des incidences sur la perception que peuvent avoir les individus. On a pris des partis pris. Fondamentalement, ça ne change pas complètement l'état d'esprit du pays. Je rejoins ce que disait Géraud tout à l'heure, à savoir, ce n'est pas si nouveau que ça, ce qu'on voit. Mais ce qui est assez frappant, c'est que la crise climatique n'a pas fait réémerger uniquement les questions de santé ou les questions économiques et sociales au détriment des thématiques écologiques et environnementales. Peut-être le deuxième aspect, si on avait la recette magique pour faire en sorte que la thématique écologique et environnementale devienne la thématique structurante de la prochaine élection présidentielle, je pense que ça serait, je n'aurais pas la prétention de pouvoir le dire. Il y a quand même 2-3 aspects qui m'apparaissent comme étant marquants. Le premier aspect, au cours des dernières élections européennes, notamment à la suite des mobilisations de la jeunesse, la thématique écologique et environnementale a progressé comme étant une motivation de vote de la part des électeurs. Et on est passé de la 8e motivation de vote au début de la campagne électorale à la 2e motivation de vote à la fin de la campagne électorale. Et qu'une des raisons pour lesquelles Yannick Jadot et la liste Europe Écologie Les Verts a dépassé les 13%, c'est notamment parce qu'il y a eu cette thématique qui est venue au centre du débat. Donc, la mobilisation sociale a permis de modifier les structurations des tenants et des aboutissants du comportement électoral de la part de nos compatriotes. Qui plus est, nous avons eu un sursaut de mobilisation aux dernières élections européennes de 2019 par rapport aux élections européennes de 2014. Et dans un pays qui a tendance à voir l'abstention progresser élection après élection, il y a eu une inversion de la courbe. Et cette inversion de la courbe, elle est due à la jeunesse, notamment à des jeunes qui habituellement n'allaient pas voter aux élections européennes et là qui se sont déplacés pour aller voter aux élections européennes, notamment, pas uniquement, mais au nom de l'écologie et de l'environnement. Donc, dire en fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet entre les mouvements sociaux, les mouvements sociétaux et le comportement électoral, à mon avis, c'est aller un peu rapidement en besogne. Le deuxième aspect qui m'apparaît comme étant important à souligner, c'est que vous prenez les dernières élections municipales. Vous les prenez à Lille, vous les prenez à Toulouse, vous les prenez à Marseille, vous les prenez à Lyon, vous les prenez à Bordeaux, vous les prenez à Annecy, à Colombes, à Tours, à Poitiers, à Strasbourg, voire dans d'autres communes, dans ces mesures comme Paris ou Nantes, les thématiques écologiques et environnementales ont été au centre du débat. Et alors même en fait qu'on nous parlait beaucoup de sécurité, on nous parlait beaucoup de santé, on nous parlait beaucoup de stationnement, de circulation, de dette, de déficit. Ce sont des aspects qui n'ont pas été les plus structurants dans un certain nombre de villes où soit les écologistes ont réalisé de bons scores, soit les écologistes ont gagné les élections. Et ils les ont gagnés en disant en fait, que cette thématique-là apparaissait comme étant plus importante que d'autres, et ils les ont gagnés. Et ça, c'est un fait tout à fait nouveau, alors même que les candidats étaient inconnus. En général, quand on vote aux élections municipales, on vote pour des personnes qu'on identifie. Vous demandez avant l'élection quelle est la notoriété de la candidate Europe Écologie Les Verts, que ce soit à Strasbourg, à Poitiers, à Tours ou encore à Bordeaux, par exemple, à Bordeaux, pas à Bordeaux, à Lyon, on a un niveau de notoriété qui est extrêmement faible. Et donc, la thématique écologique et environnementale est venue phagocyter, un, les autres thématiques, et deux, ce qu'on disait traditionnellement, à savoir qu'il faut un maire qui est connu et identifié avant de pouvoir se présenter aux élections. Et puis, le troisième aspect, concernant les dernières élections municipales, vous regardez dans le détail des motivations de vote des électeurs, même dans les petites communes, la thématique écologique et environnementale était haut, voire très haut. Et que dans ce contexte-là, ça a permis de voir ce thème-là être présent, même s'il n'y avait pas toujours l'offre électorale Europe Écologie Les Verts, sachant que ce n'est pas que les écologistes qui bénéficient d'un vote écologiste. On peut le voir par exemple à Paris ou à Nantes, pour prendre deux exemples. En tout cas, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre situation d'opinion et comportement électoral, l'histoire entre guillemets électorale nous a montré que c'était un petit peu différent. Et puis peut-être un dernier point, on a beaucoup travaillé également sur les gestes auxquels les citoyens étaient prêts à faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé et c'est moi qui ai recruté les 150 citoyens avec mon équipe pour le climat. Et on les a vus évoluer dans leur représentation à partir du moment où ils voyaient les tenants et les aboutissants de chacune des propositions qui leur étaient effectuées. Il ne s'agissait pas de voir ce qu'ils souhaitaient, il s'agissait de voir ce qui était acceptable au nom d'un enjeu qui était la réduction de 40% des gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, on a des points
sur lesquels les citoyens sont prêts à faire, mais à partir du moment où ils voient le bout du chemin, à partir du moment où ils voient l'utilité. Objectivement, aujourd'hui, on a des Français qui consomment moins de viande que par le passé. Objectivement, aujourd'hui, on a des Français qui font moins couler l'eau. Objectivement, on a des Français qui utilisent moins la voiture ou qui ont moins envie d'utiliser la voiture ou encore l'avion. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une appétence à pouvoir le faire? La réponse est oui. Et dans un pays comme la France, qui est dans un pays plus politique encore que les autres pays, en général, l'impulsion du politique a une incidence plus forte que cela peut être, par exemple, dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, si on compare de l'autre côté. Merci. Sylvie et puis Dalibor, comment les mouvements sociaux, les jeunes, etc., les gens militants engagés peuvent faire un peu bouger les lignes dans le débat électoral et faire qu'on ait plus d'écologie qui arrive dans le prochain quinquennat, si on a de la chance. Alors, moi, je suis un oui. peu moins pessimiste. Ah, pardon. Bon. Non, allez-y. Moi aussi, je suis un peu moins pessimiste que ce qui a pu être dit notamment par Géraud. C'est-à-dire qu'en réalité, alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Daniel Lévy sur ce que j'appellerais le municipalisme écologiste, parce que clairement, ça c'est pour faire un parallélisme historique, mais il faut savoir que les premiers, le Parti socialiste, et je ne parle pas du Parti socialiste des années 70, c'était plutôt la SFIO, c'est-à-dire il y a un siècle, le socialisme est passé par les villes et par le socialisme municipal. Et là, je pense que les villes, à la fois c'est un indicateur électoral, mais c'est aussi en ce moment des laboratoires de l'écologie qui gèrent, et pas simplement l'écologie de protestation. Donc en ce moment, il y a les deux aspects qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, il y a les protestations qu'on connaît, qui font souvent la une des journaux, parce qu'il y a aussi, et ça on peut en parler aussi, parce que ça traverse aussi les questions écologiques, il y a eu des répressions, et ce qui fait que la répression a été retraduite dans le discours écologiste porté par ces mouvements en termes justement de liberté aussi, liberté de débat, liberté militante, de démocratie. C'est pourquoi je pense toujours que, comme on est en élection, on parle d'écologie, mais on parle d'autres choses aussi. Et en ce moment, il y a une crise institutionnelle qui traverse, on va dire, une sorte d'apathie politique ou de représentation. Et le mouvement écologiste fait partie aussi de ces laboratoires d'idées sur la démocratie. Et je crois que ce qui est en attente autour de l'écologie, c'est évidemment les questions climatiques et l'urgence, et qu'il faut prendre des villes au sens, transformer le mode de vie au quotidien. Mais il y a également cette idée de changer le mode démocratique. Pour avoir entendu notamment les candidats pour la primaire écologiste, c'était aussi assez présent dans leur modalité de présentation, je dirais. C'est pas simplement... et ça peut parler au-delà. Je dirais, il y a la question de la crise écologique, mais il y a aussi la crise, j'insiste un peu, mais la crise sociale et politique. Et ces trois crises-là, l'écologie peut porter aussi des réflexions qui sont différenciantes, pour reprendre Géraud, et qui font différence, parce qu'à l'inverse, moi, ce qui me gênerait aussi, ce qui est déjà souvent arrivé chez les Verts, c'est que, je parle des Verts cette fois-ci parti politique, c'est que leur offre politique a été souvent siphonnée, je dirais, par les autres mouvements sociaux ou les autres partis politiques qui font aussi de l'écologie. Et s'ils veulent être différenciants, ils vont être aussi en concurrence. Donc là, c'est un positionnement important, et s'ils ont leur base, je dirais, de mouvement social, ils ont un moment aussi, ils vont se retrouver en compétition avec les autres. Et ça aussi, pour garder la différence, comme disait Géraud, c'est toujours un problème. C'est aussi un problème dans l'offre politique, ou surtout au niveau présidentiel. Donc je ne vais pas rebondir sur d'autres points, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressants sur... Évidemment, migrants, insécurité, c'est maintenant, je dirais, le cœur même. Il faut se positionner par rapport. Mais justement, je pense que le différenciant, c'est aussi de rappeler qu'ils ont leur lecture de ces dossiers-là, et qui peuvent aussi s'articuler d'ailleurs aux questions de réchauffement climatique et de dérèglement. Puisqu'on sait très bien que, notamment dans l'immigration, ou même dans certaines guerres ou conflits internationaux en ce moment, la question des ressources devient aussi importante.
et sont liées aussi à des questions qui sont de l'ordre de la sécurité. Après tout, la protection de la sécurité, ça peut être aussi, voilà, c'est écologique, c'est pas simplement celle qui est captée par un certain nombre, on sait très bien, un certain nombre de partis politiques qui en font, je dirais, leur offre politique. Merci. Dalibor? Oui. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, très bien. Oui, alors je voulais revenir sur 2-3 choses un peu clivantes, mais on est là pour ça. C'est la place de la peur. Là, je vois beaucoup de témoignages, enfin de discussions dans l'anxiété est mauvaise conseillère, la peur, il faut éviter la peur, etc. Alors, je suis désolé d'être un peu trivial, mais si on ne compte pas la peur comme une grande passion politique, pour le meilleur et pour le pire, qui fait et défait les démocraties, moi, je ne sais pas de quoi on parle. C'est la peur de Fukushima qui a incité Angela Merkel, vous pouvez le lire encore dans Le Monde d'hier ou d'aujourd'hui, à fermer de façon absolument incroyable et peut-être précipitée, ça dépend des goûts, toutes les centrales nucléaires en Allemagne. C'est la peur du trou dans la couche d'ozone et d'attraper le cancer de la peau qui a fait qu'on a lutté contre la couche d'ozone. C'est la peur de l'automobile, de la pollution automobile, du tabac, de l'alcool qui fait que des dangers sanitaires qui a fait qu'on a lutté contre ces choses-là. Donc la peur, je n'en fais pas une passion idéale. Je dis que si vous enlevez la peur, vous enlevez un des moteurs du progrès. Un des moteurs de la régression aussi. On peut avoir peur et faire de très mauvaises choses. Mais disqualifier l'anxiété et la peur, ça me semble jeter le bébé avec l'eau du bain. La peur, là, vous avez des gens qui vont essayer de nous faire peur, avec l'immigré, avec la sécurité, etc. Et je ne vous fais pas la liste de tous les candidats à la présidence de la République qui ont été élus grâce à la peur du chômage, la peur d'être agressé, etc. Donc, si la peur ne doit pas être exploitée uniquement par les défenseurs de l'écologie, c'est renoncer quand même à un ressort important. Et c'est la place des émotions dans la politique et la place des émotions dans le débat sur l'écologie qui est importante. Je ne sais pas si vous avez suivi ces révélations, entre guillemets, de climatologues qui pendant des années disaient « nous, on travaille sur des sujets désespérants. Rien n'avance, c'est de pire en pire. » Tous les experts du GIEC disaient « mais on s'interdisait d'exprimer nos émotions. On s'interdisait de dire qu'on était dépressif, que certains ont démissionné, que certains n'en pouvaient plus de travailler sur ces sujets tellement c'était désespérant. » Et ces climatologues commencent à parler en disant « voilà, on est aussi des êtres humains, on n'est pas seulement des scientifiques, on est désespérés pour le monde, on est désespérés pour nos enfants, on est désespérés pour les démocraties, on est désespérés pour l'avenir. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de dire qu'ils ont peur, qu'ils sont dépressifs, parce que ce sont des climatologues et qui sont aux avant-postes du chose. Moi, je préfère qu'on ait peur du réchauffement plutôt que de l'immigré. Qu'on ait peur de la catastrophe climatique, de la prochaine tornade, plutôt que d'Al-Qaïda ou de je ne sais quoi. Donc, moi, je pense que ce débat sur que la peur peut être, quand elle est élaborée, raffinée, orientée, peut-être et est de toute façon un grand ressort politique. Et je vois pourquoi l'écologie se l'interdirait, d'autant que on dit souvent non, il ne faut pas angoisser les gens, il faut les amener vers un avenir meilleur, leur faire envie plutôt que faire peur. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. La peur peut vous pousser à vouloir créer un monde nouveau. Alors, je serai un peu moins optimiste que notre ami Jean-Daniel Lévy. À ma connaissance, je travaille un peu sur ces sujets-là, la consommation de viande en France, alors dans le monde, elle explose. Alors, le débat n'est même pas là. C'est l'orgie. On n'a jamais mangé autant de viande. Les Chinois, les Indiens s'y mettent, donc c'est la catastrophe. Mais même en France, on mange moins de bœuf, mais on mange beaucoup plus de poulet.
et elle stagne au mieux, et elle, je pense que les dernières statistiques, elle augmente très légèrement. L'avion, avant la crise du Covid, les chiffres de croissance de l'aviation civile en France et dans le monde, c'est des chiffres, des croissances à 2 chiffres. Hein, et tous les marchands d'avions et d'aéroports et de lignes se frottaient les mains. Même chose pour la voiture. Hein, on l'enterre très vite, la voiture. Mais l'usage de la voiture, pas le nombre de voitures qui augmente, mais l'usage qu'on fait de la voiture, le nombre de kilomètres qu'on fait de la voiture, il a stagné un certain temps, il est reparti à la hausse depuis ces derniers temps. Et pour finir dans le pessimisme, puisque je suis là pour vous faire peur en fait, mais vous faire peur pour la bonne cause, quand vous regardez, quand on dit oui, mais il faut miser sur l'information, la pédagogie, etc. Regardez quel est le véhicule numéro 1 vendu en France et dans le monde. C'est un véhicule archaïque, il s'appelle le SUV. C'est 40% des ventes de véhicules neufs dans le monde, et sans doute un peu plus en France, l'emblème étant le Peugeot 3008. J'adore le Peugeot 3008, il est magnifique, il est beau, il est confortable. On doit être très bien quand on a une mère de famille avec ses enfants, on doit se sentir dans sa bulle. Et pour moi, ça n'est plus le véhicule de l'atténuation. On a abandonné toute atténuation des émissions à effet de serre, c'est le véhicule de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on se dit, le monde est foutu, mais je veux une bulle dans laquelle je puisse m'enfuir. D'ailleurs, vous le voyez bien, c'est très bien pour le Covid. On peut fuir dans son SUV la ville pour aller dans sa résidence secondaire. Et c'est le véhicule de l'adaptation. On a renoncé à l'atténuation. Et c'est le véhicule qui se vend le plus. Et c'est le véhicule dont on ne pourra jamais dire que je ne savais pas, ça pesait plus lourd et que ça consommait plus. Donc, il y a vraiment un problème d'imaginaire. Et la touche finale, c'est qu'on n'a pas pu admettre qu'il fallait arrêter de faire de la publicité là-dessus. Tant qu'on ne voudra pas changer l'imaginaire, ça c'était une proposition très raisonnable de la Convention citoyenne, arrêter la publicité sur ce jouet, parce que ce n'est même pas une voiture, c'est un jouet à ce niveau-là, de dépenses énergétiques, de lourdeur, etc. Ne pas pouvoir faire ça, ne pas pouvoir renoncer simplement à contaminer les cerveaux, hein, occuper le temps de cerveau disponible par des véhicules pareils, ça veut dire qu'on est très, très, très loin de l'objectif recherché si on n'est même pas capable de renoncer à nos jouets. Je ne parle pas de choses utiles, hein, une voiture c'est utile. Un SUV c'est un jouet, on n'est même pas capable de s'interdire des jouets. Donc là, il y a un vrai problème au niveau de l'imaginaire, et malheureusement, la peur fait aussi partie du changement d'imaginaire et de la trajectoire. Sans quoi, on sera toujours dans des aménagements marginaux. Je voudrais dire un mot, évidemment, par rapport à ce que dit Dalibor. Il a raison de dire que la peur peut être mobilisatrice. Mais d'abord, on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais je pense que c'est quand même assez important. D'abord, je pense que si on fait la concurrence des peurs avec les problèmes de sécurité ou d'immigration, on aura perdu à l'avance. Je le pense, personnellement, compte tenu de la situation de la société française. Et deuxièmement, la peur, ça va bien quand on peut se dire derrière, il faut que l'État, c'est très simple, mette davantage de policiers, prenne telle mesure, etc. Quand il s'agit, et les gens le sentent bien, quand il s'agit de se dire, il faut transformer profondément la société, et que bien sûr l'État doit jouer un rôle beaucoup plus actif, mais qu'il s'agit aussi de changer nos modes de vie, de changer nos manières de faire, etc. Là, le risque, c'est que ça devienne un peu paralysant. Par contre, je le rejoins sur un point important, c'est que je pense que une des choses qui manque dans le débat public encore trop aujourd'hui, c'est justement cette idée de futur désirable. C'est de montrer qu'on manque d'une vision de quelle sera la France en 2050 ayant réglé le problème du changement climatique. Et ça, c'est une vision de futur désirable, quoi qu'on en dise. Moi, je pense qu'on vivra mieux. On pourrait prendre 25 000 exemples, du télétravail, en passant y compris par
le développement des transports en commun propres de manière beaucoup plus intensive, en passant par une viande de meilleure qualité, une nourriture de meilleure qualité, en passant, etc., etc. Avec la transition écologique, on vivra mieux en 2050, mais on manque d'un discours sur quel est l'horizon, quels sont les changements qui vont aboutir à 2050 et comment la société française peut évoluer en 2050 sur ces différents sujets. Et là, on finira par définir le futur désirable. Et la contrepartie et le complément indispensable du futur désirable, à mon avis, je le dis, je le lance dans le débat parce que je pense que c'est tout à fait important et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est des solutions co-construites et qui ne soient pas simplement des solutions soit déterminées par des scientifiques, quel que soit leur mérite, soit même, je le dis franchement, évidemment pas par forcément uniquement le président de la République, soit même pas par 150 citoyens, mais co-construites avec les forces syndicales, associatives, citoyennes, qui sont là pour co-construire. Parce qu'on le sait bien, les solutions écologiques, elles ont aussi des aspects contradictoires sur le plan économique, sur le plan social, etc. Et si on ne fait pas cet effort, et reconnaissons que c'est une des grandes critiques qu'on peut faire au gouvernement actuel, de cette espèce de pouvoir descendant, mais si on n'arrive pas à montrer que la transition écologique doit se faire de manière co-construite, avec des solutions co-construites véritablement, à ce moment-là, je pense qu'en effet, on risque d'attendre un certain temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut simplement confier aux différents partenaires le soin de trouver des solutions. Ça veut dire qu'il faut leur mettre une contrainte forte, un objectif fort pour qu'ils trouvent des solutions. Et puis des suggestions fortes pour qu'ils trouvent des solutions. Mais je pense que cette idée de co-construction en matière de transition écologique est absolument indispensable et qu'elle n'est pas assez présente dans le débat public. Dernière chose que je voudrais dire, pour tempérer là aussi un peu l'optimisme de Jean-Daniel Lévy sur les municipales, c'est qu'il y a urgence quand même. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que c'est, et à juste raison, que c'est la décennie où nous devons y arriver. Et la décennie, pour la France, c'est bien les élections de 2022. Il y aura 5 ans pendant la décennie. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès faits, on peut se dire que, on va essayer de faire tout pour que ce soit le cas, mais que le prochain président de la République ait une politique écologique prioritaire et la plus forte possible, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Bon, et donc, c'est là qu'il y a quand même une interrogation, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce débat. C'est là où il y a quand même une interrogation pour comment finalement avancer vers cet objectif. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de vous poser 2 questions. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Il y a 2 sujets qui reviennent là vraiment. C'est effectivement, oui, il y a des élections, mais on ne sait pas quel sera le prochain président, quel sera le degré d'implication dans l'écologie. Et il y a effectivement la question de la participation active de la société civile. On a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a débouché sur la loi climat tant bien que mal, avec des réussites, des moins bonnes réussites, des choses à améliorer. Donc concrètement, pour justement une prise en compte des parties prenantes, de la société civile, une co-construction, comment faire concrètement? Qu'est-ce que vous pensez qui seraient des bonnes solutions, soit institutionnelles, soit articulation locale, nationale? On voit par exemple des débats très clivants sur l'éolien. Enfin, voilà. Donc concrètement, quel type de procédé d'articulation, d'institutions, de processus, de choses proposez-vous? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent à mettre en valeur dans le débat? Ça a été évoqué au débat entre les candidats écologistes. Qu'est-ce qui vous semble pertinent à porter dans le débat public au niveau modalité de gouvernance et de participation citoyenne à l'écologie et lien avec la politique écologique? Je ne sais pas qui veut commencer. Il y a des moments, effectivement, dans mon propre propos où j'étais un peu à un coup de serpe et je rejoins différentes nuances qu'on peut être données. Effectivement, les Français n'ont pas arrêté du jour au lendemain de consommer l'avion, d'utiliser la voiture ou encore de prendre l'avion. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a déjà une évolution en matière de prédisposition d'esprit. Alors peut-être qu'on peut considérer qu'elle est trop lente, peut-être qu'on peut considérer qu'elle n'est pas effective, mais en tout cas, ce que nous, on a identifié, c'est qu'en général,
les intentions de changer de comportement précèdent le changement effectif des comportements. En général, avec un gap important, c'est-à-dire qu'on va déclarer beaucoup plus qu'on va modifier ce comportement, qu'on va le faire au fil. Mais en tout cas, je ne disais pas que les Français avaient complètement changé du jour au lendemain, je disais juste en fait qu'il y avait une forme de prise de conscience, en tout cas d'évolution qu'on pu être réalisée. Le deuxième aspect, ce qu'on a pu voir, en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que dans un pays qui est un pays politique, on n'arrive pas vraiment à voir ce que peut être ce nouveau monde ou comment tout ceci pourra s'organiser si jamais on mettait en place concrètement les aspects de la transition énergétique ou une nouvelle politique d'un point de vue global. Quelles seraient les conséquences en matière économique, quelles seraient les conséquences en matière sociale, quelles seraient les conséquences concernant sa vie quotidienne en tant que telle, sachant que je ne parle pas uniquement d'écologie et d'environnement, mais ce qu'on a pu identifier, c'est que si on a confiance dans les différents acteurs, on est prêt à se mettre en mouvement, même s'il doit y avoir une gêne occasionnelle pour soi-même. Et qu'on est face à des citoyens qui, lorsqu'ils ont le sentiment que ce qu'ils font pour faire vite est un investissement et pas une dépense, ils sont prêts à y consacrer du temps ou de l'argent. Et qu'à l'heure actuelle, il y a un déficit extrêmement manifeste de confiance à l'égard de nos différents responsables politiques. La sincérité de leurs propos concernant leur politique écologique et environnementale, par exemple, est fortement et donc dans ce contexte-là, ça n'aide pas à se mettre en mouvement. Dans l'enquête challenge qu'on a faite, les responsables politiques sont vus comme participants du déclin de la société française. Donc, ce ne sont pas des acteurs qui sont des acteurs de la stagnation, ce ne sont pas des acteurs du progrès, ce sont des acteurs qui participent du déclin. Donc, cette forme de défiance à l'égard de nos institutions traditionnelles, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Nous, il y a mille et une manières, en fait, probablement, de réfléchir ou de faire évoluer les choses. J'ai eu l'impression qu'on a eu des pistes quand même avec la Convention citoyenne sur le climat, qui a tout un tas de défauts, évidemment, mais qui a également, je crois, enfin, en tout cas pour avoir suivi ça de près, un mérite et une limite peut-être déjà d'un point de vue d'appropriation. Le mérite, c'est que quand vous regardez les 150 citoyens lorsqu'ils entrent au CESE le premier jour, ces citoyens ne ressemblent absolument pas aux 550 mêmes qui ont vécu plusieurs semaines de réflexion ensemble. Et qu'à partir du moment où on leur a apporté des propositions et des exposés contradictoires avec tous les points de vue, je pense, qui ont été développés, une forme de radicalité de l'action à laquelle ils sont individuellement prêts. Même, par exemple, même si ça a été supprimé, le fait de réduire, le temps de travail, la vitesse sur l'autoroute, 3, je crois qu'il y avait eu également l'interdiction des SUV qui était proposée de leur part, etc. Et donc, à partir du moment où il y a eu une mise en condition ou une mise en situation, là, c'était des citoyens qui ressortaient pratiquement en militant et en disant qu'eux étaient prêts à en réduire sur leur situation. Et donc ça va. Si on veut rester, je crois que la peur, effectivement, c'est un des premiers vecteurs de l'action. Deux, mais si on veut rester optimiste, on peut voir que malgré tout, plusieurs semaines, en fait, où les Français sont mis en situation, ça a pu les amener à évoluer dans un certain nombre de certitudes ou d'habitudes qu'ils pouvaient avoir. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension, je pense, de la part du grand public, voire de la part des médias, de ce qu'était la Convention citoyenne sur le climat. Et que la vocation de la CCC, qui était de dire il faut aider les uns et les autres à comprendre ce que peuvent être les compromis auxquels sont prêts à faire les individus, n'a pas été vue à ce niveau-là. Et ça a plutôt été vu comme étant une forme de catalogue de bonnes intentions, en doutant de l'acceptabilité de la part du grand public. Contrairement à d'autres conventions qui ont pu être effectuées par ailleurs, je rappelle que les premières conventions qui ont été réalisées, c'était dans les pays nordiques, sur les thématiques de bioéthique, et là où le politique s'était dessaisi, avait dit en fait que le citoyen pouvait agir, et avec un consensus qui a été adopté dans l'ensemble du pays. Et donc cette phase-là de transition entre 150 citoyens tirés au sort et d'une part la puissance publique et d'autre part les citoyens, n'est pas tout à fait parvenue à ses effets. Je peux réagir en un mot là-dessus, peut-être? Oui, Géraud. Non, simplement pour dire que je partage très largement ce diagnostic de Jean-Daniel Lévy. C'est-à-dire que le problème, et qui n'est pas du tout des citoyens eux-mêmes, qui est du cadre que l'on a donné, et on a fait toute une expertise de la fabrique écologique là-dessus, c'est justement cette absence d'articulation entre
une volonté forte sur un certain nombre de sujets avec des propositions, mais là aussi, qui ont été vécues comme un peu des propositions venant d'en haut, venant d'une convention, et qui auraient mérité d'être discutées entre les parties prenantes, voire même d'être appliquées de manière différenciée dans les territoires. On est quand même dans un système, à nouveau en France, en permanence, où on essaye d'appliquer uniformément l'ensemble des solutions sur l'ensemble du territoire, alors que, on le sait très bien, il y a des situations très différentes, etc. Et ça, ce n'est pas en effet de la responsabilité des citoyens, c'est vraiment le cadre qui leur a été donné qui fait que cette articulation-là n'a pas pu être mise en œuvre et que donc ça a été un peu vécu, comme tu l'as dit Jean-Daniel, comme quelque chose qui, non pas comme un compromis, mais quelque chose qui est venu comme ça, un peu en dehors. En effet, c'est dommage, et c'est pour ça que dans la note que nous avons fait à la Fabrique écologique, nous proposons en effet qu'on puisse développer ces systèmes de convention citoyenne pour le climat, mais avec une méthode plus précise d'articulation avec, par exemple, les partenaires sociaux, avec les ONG, c'est-à-dire concrètement qu'il puisse y avoir des propositions des citoyens qui soient ensuite discutées par les partenaires sociaux avec une interaction et qui permettent de déboucher sur quelque chose là qui aura été approprié par la société civile beaucoup plus que ce qui n'a été le cas pour la Convention citoyenne. Dalibor ou Sylvie, vous voulez réagir par rapport à ça? Je ne sais pas si Dalibor… Non, mais vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Oh bon, je n'ai pas compté. Je peux réagir sur deux aspects. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est-à-dire mon point de vue de sociologue et qui a beaucoup écouté les mouvements sociaux et notamment à un moment, notamment les zadistes, c'est vrai que la concertation, en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que même Notre-Dame-des-Landes, pour ne reprendre qu'une mobilisation, un certain nombre d'acteurs c'était quand même avaient joué avec la concertation, avaient joué le jeu de la concertation, avaient été dans toutes les instances de concertation. Et il y a un moment, quand la conflictualité monte et que, alors je ne sais pas, c'est une autre émotion dont on parle peu, c'est la colère. On parle de peur, mais moi j'entends aussi de la colère, y compris parfois parmi les militants, qu'ils soient âgés ou plus jeunes. Hein. Et ça, par contre, ça peut être une dynamique sociale aussi, la colère. Il y a une sorte de colère, face à l'urgence et face aussi au fait que, voilà, alors là c'était pour la ZAD, mais d'une manière un peu plus générale, on ne prend pas en considération la parole citoyenne, y compris dans les processus de concertation. Et je pense qu'effectivement, je n'ai pas forcément de recette magique, hein, parce que ce n'est pas totalement non plus mes compétences, mais le fait que depuis, on dirait une vingtaine d'années, il y a eu quand même des processus de concertation mis en œuvre, et notamment sur les questions d'environnement, dans lesquels, bref, les associations, les ONG et autres ont joué leur rôle et que voilà, ça n'a pas abouti forcément au résultat qu'ils attendaient, ça peut amener deux solutions, soit l'apathie, soit la colère. Et dans la colère, ça par contre, c'est aussi un motif de mobilisation. Et un motif de mobilisation pour… Géraud parlait tout à l'heure d'un grand récit, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer après la France en 2040 ou 50 ? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est aussi une sorte de repli sur soi. Alors, un repli sur soi, ça ne veut pas dire que ça soit sur soi individu, mais en communauté. Il y a de plus en plus de phénomènes de communauté, de phénomènes d'habitants qui s'inventent au local, qui essayent de réinventer des pratiques, qui réinventent aussi leur écologie, je dirais, et qui aussi font revivre des territoires ou transforment les territoires. Et si on doit co-construire à un moment ou aller vers de la concertation, il ne faudra pas mettre sur le pas de côté juste… Enfin, je pense qu'il y a les institutions, y compris les ONG et associations, mais il y a aussi de plus en plus de collectifs d'habitants et qui se construisent et qui réfléchissent aussi à des modes de démocratie très locales, voire même dans un quartier. Hein. Mais ces points-là sont aussi, à mon avis, à mettre sur la table si on doit penser enjeux écologiques et comment pourrait être à l'écologie, parce que l'écologie, ça a toujours été aussi un système de pensée, et un système de pensée par rapport à, je
je dirais, à la réintroduction de l'humain non humain dans les rapports sociaux. Le fait aussi que, certes, il y a des crises, certes, il y a des peurs, mais aussi on essaye d'inventer des nouveaux liens sociaux et réinventer des sociétés à son échelle, à une échelle locale. Et ça, je pense que ça peut faire, en tout cas, les candidats ne devraient pas oublier cet aspect-là, des territoires et des inventivités, je dirais, locales, et qui se font en dehors des phénomènes de concertation. Parce que là, ça se fait, je dirais, entre eux. Beaucoup. Et Dalibor, est-ce que cette thématique vous évoque d'autres réflexions, d'autres idées? Oui, tout à fait. Pour finir sur la peur, puis après on parle justement de choses positives. Les Verts doivent leur plus haut score aux élections européennes, c'était en 2009 sous la houlette d'Annie Cohn-Bendit, très largement à la diffusion quelques jours avant du fameux documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, qui vous flanquait une pétoche monstrueuse, qui était un documentaire merveilleux, hein, mais on a souvent fait le lien entre le jeudi où c'était passé, je crois, sur France 2 ou Antenne 2, je ne sais pas si c'était à l'époque déjà France 2, et c'est 16%, je crois, des Verts aux européennes. Donc, ne boudons pas notre plaisir quand la peur va dans le bon sens. Alors, pour aller sur la Convention citoyenne, effectivement, son vice de forme, c'était qu'elle était sortie du chapeau d'un président acculé par une des plus grandes crises sociales, comme le grand débat citoyen, etc., le grand débat national. Donc, il y avait quelque chose, il y avait un péché originel là-dedans, c'était très vertical, c'était hors sol, plein de gens ont été court-circuités, le CESE a été humilié, la Commission nationale du débat public a été humiliée, donc ce sont des gens qui vous diront à quel point ils se sont sentis dépossédés. Donc, c'était très mal parti, même si le résultat, heureusement, tous ces citoyens, comme le disait Jean-Daniel, ont fait des choses merveilleuses. Effectivement, il y a eu un avant et un après extraordinaire. Mais le problème, et comme le disait aussi quelqu'un, c'est qu'on veut toujours tout résoudre, ces problématiques qui sont très complexes, d'en haut, de l'Élysée, avec des gadgets improvisés. Le président a beaucoup de défauts, mais il est d'une plasticité intellectuelle et d'une inventivité conceptuelle extraordinaire. Donc, il a vu ça passer, il s'est dit, bon, ben, je vais lancer ça, et puis ça va peut-être marcher, ça lui a un peu explosé à la figure. Mais des conventions citoyennes, il faut en faire dans toutes les régions, parce que la transition écologique, ça va être quelque chose au niveau régional. La transition énergétique, notamment, c'est quelque chose qui rebat complètement l'imaginaire de l'énergie, parce que ça va être de l'énergie locale. Donc, chaque région aura sa manière de produire ou de ne pas produire de l'énergie. Donc, et même chose pour l'alimentation, même chose pour les transports. C'est fini les grandes décisions d'en haut, au niveau des pays ou même de l'Europe. Il faut que chaque région, même peut-être chaque département, si besoin, invente ses solutions. Donc, il faut des conventions citoyennes régionales, pas portées par les conseils économiques et sociaux régionaux, par les conseils régionaux, etc. Et là, ça va devenir intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu une initiative très intéressante des entrepreneurs qui ont inventé, là il y avait un article récemment, la convention des entreprises citoyennes. Ils sont 150, c'est 150 chefs d'entreprise qui vont fonctionner à peu près comme la convention citoyenne. Ils prennent sur leur temps, ils représentent je ne sais pas combien de milliards de chiffre d'affaires et combien d'emplois, si vous lirez ça dans la presse. Et je trouve ça très intéressant parce que ce sont d'abord, ça travaille sur l'imaginaire, c'est tout ce qui est possible et souhaitable, tout ce qui fait peur, mais qui en même temps fait envie. Et ce sont donc des choses qui doivent échapper largement au pouvoir central français. Je rappelle ce qui est très bien raconté dans l'histoire du basculement de Angela Merkel sur la fin du nucléaire, que Angela Merkel a décidé de mettre fin au nucléaire après consultation des différents chefs des lenders concernés, qui étaient les tenants du nucléaire, qui eux-mêmes commençaient à vaciller post-Fukushima. Donc, quand vous voyez comment Angela Merkel a pris la décision
de sortir du nucléaire, une décision extrêmement forte, après Fukushima, c'était vraiment une sorte d'addition des retournements de ces chefs de l'exécutif locaux. Et il faudrait que ça se passe comme ça en France. Il faudrait qu'il y ait une sorte de tache d'huile et que des bonnes pratiques en Bretagne, dans Pays de Loire, en PACA, etc., remontent petit à petit, montrent qu'elles sont viables, qu'elles sont éprouvées, qu'elles ont été inventées par des citoyens au niveau énergétique, alimentaire, des transports, etc. Et là, ça peut effectivement marcher. Et cette solution des conventions citoyennes organisées régionalement, épargnons-nous à nouveau un grand cirque médiatique parisien sous les ors de la République et sous le patronage élyséen, et vraiment où les gens s'emparent de leur territoire et des solutions sur leur territoire, parce que c'est dans les territoires que ça va se faire, par contamination et par osmose. Ok. Il y a un autre sujet là, majeur, tout est lié, il y a la réduction du changement climatique, etc. Il y a un sujet très complexe, la biodiversité, qui est un peu moins présent dans le débat grand public parce que c'est un enjeu très complexe. C'est le levier que peut constituer aussi le vivant pour la réduction du changement climatique avec la séquestration de carbone, mais c'est aussi la préservation de la biodiversité qui est notre habitat naturel, etc. Comment faire rentrer plus ces thématiques dans le débat public? Comment faire en sorte que les choses soient entendables? Parce que Jean-Daniel Lévy disait même la notion de transition énergétique, c'est déjà pas forcément très clair. Donc, sachant que c'est des notions qui peuvent être aussi éloignées des préoccupations quotidiennes des gens qui sont en situation difficile, etc. Comment articuler tout ça? Comment faire rentrer ça dans le débat? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles recommandations? Démarre. Géraud? Je pense d'abord, mais je vais laisser les autres évidemment exprimer. Je pense d'abord qu'il faut parler, il y a un problème de langage là aussi, et il faut parler de la crise du vivant, et non pas de la crise de la biodiversité, etc., auquel personne ne comprend rien. Il y a une crise du vivant, de façon plus générale. Je pense que si on dit ça, les gens comprendront déjà un tout petit peu mieux de quoi on parle. La deuxième chose, c'est que c'est en effet très frappant de voir à quel point, alors certes, c'est deux sujets qui sont liés, mais déjà le sujet climatique ne donne pas lieu à beaucoup de débats ou beaucoup de clivages. Je reviens un instant sur ce sujet parce que quels sont les clivages en matière écologique et climatique qui existent aujourd'hui? Vous avez le clivage sur l'éolien, très clair. Vous avez le clivage sur le mix énergétique, très clair. Et vous avez le clivage sur l'écologie punitive versus la décroissance. Même si, personnellement, moi, je pense qu'il y a un chemin entre les deux absolument indispensable qui doit être tracé. Mais même si on essaye cette problématique-là sur la biodiversité, sur le vivant, on ne s'aperçoit pas de clivage. Et donc, c'est simple, dans le monde politique, quand il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de débat. Et quand il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'appropriation par les citoyens, et donc c'est assez peu des critères de vote. Moi, je pense qu'il y a nécessité, là aussi, de montrer que nous devons être beaucoup plus offensifs sur le vivant, et en particulier sur un certain nombre de protections, même si ça ne plaît pas à des agriculteurs, à des gens qui veulent construire, etc. Je suis frappé par exemple de voir que la trame verte et bleue, qui était un sujet majeur du Grenelle de l'environnement, a disparu à la trappe, alors qu'on sait très bien qu'elle n'est absolument pas mise en œuvre dans notre pays. On pourrait prendre comme ça 3-4 exemples assez forts et qui ne soient pas technocratiques, qui soient vraiment, qui correspondent à des réalités sur la biodiversité pour montrer qu'il y a des progrès importants à faire et que ça puisse au moins nourrir un débat. Alors, ce n'est pas gagné, mais je pense que là, pour le coup, les uns et les autres, on a une responsabilité pour faire émerger ce type de sujet. Merci, Géraud. Dalibor?
Non, je préfère laisser laisser mon tour là. Bon, je ne sais pas, Sylvie ou Jean-Daniel, si vous avez quelque chose. En tout cas, pour parler des enjeux écologiques et puis de la difficulté parfois à communiquer, on va dire ça comme ça, et à sensibiliser sur les questions d'écologie. Effectivement, alors ça c'est en sociologie des sciences ou en sociologie des risques, on sait que la difficulté à, je dirais, à faire comprendre ou à faire advenir les risques, c'est notamment lorsque les risques ne sont pas visibles. C'est-à-dire, par exemple, je donne juste un exemple, la pollution d'air intérieur, et on n'arrive pas à mobiliser, y compris les personnes qui sont dans des situations d'insalubrité ou de difficulté, parce que tout simplement, alors il y a deux questions, c'est pas très lisible et visible, et c'est pas non plus, c'est relativement difficile de transformer son mode de vie, notamment lorsque on est dans des situations précaires. Je pense qu'en fait, parfois, pourquoi j'ai décalé un peu, c'est pour revenir à la biodiversité, toutes les questions écologiques, hein, c'est pour revenir à l'idée que bien souvent, c'est quand les gens se sentent concernés, que les populations se sentent concernées, qu'il y a des transformations. Je donne un autre exemple, notamment en Bretagne. Les paysans et les agriculteurs ont commencé à se rendre compte des effets des pesticides, essentiellement parce qu'un certain nombre ont développé des cancers. Et ont commencé à s'interroger sur. Et d'ailleurs, ont gagné un certain nombre de... Enfin, il y a des procès en cours, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est souvent par des situations et par le fait que des écologistes, qui sont un peu des entrepreneurs de cause, comme on peut dire, sont capables de faire un lien justement entre les situations personnelles et individuelles et les situations y compris, par exemple, comme par hasard, on trouve parmi la population, il y a plus d'asthme dans certaines populations, et comme par hasard, il y a des polluants qui sont à proximité. Même la diversité, la biodiversité, ça peut passer aussi par, alors le coup, des questions aussi, même d'agriculture, hein. Clairement, il y a en ce moment, alors je n'ai pas dit que c'était une transformation du modèle agricole, mais il y a de plus en plus d'abord d'agriculteurs qui transforment leur modèle agricole et s'interrogent sur leurs pratiques. Donc je pense que, voilà, c'est sans doute difficile de parler de la biodiversité, et surtout par exemple à quelqu'un, on peut très bien, comme le disait Jean-Daniel Lévy, être tout à fait d'accord pour protéger la forêt amazonienne, mais citoyen français dans son quartier, on aura du mal à comprendre comment faire. Par contre, on est quand même beaucoup plus proche des difficultés ou des contraintes ou de ce qui va nous affecter. Donc là en gros, c'est un sociologue qui parle et qui a vu ça sur un différent terrain d'enquête ou qui l'a aperçu dans les entretiens notamment. Je pense que lorsqu'on fait une bonne campagne, pour dire clairement, en écologie, lorsqu'on est aussi proche, comme l'a dit aussi Dalibor, du territoire, qu'on connaît bien les difficultés, pour les retranscrire et les remettre, je dirais, dans l'agenda politique à la fois local et parfois national, évidemment. Lorsqu'on est sur une présidentielle, on va être un peu plus au national. Mais si on n'incarne pas, je pense que ça va être difficile, et en particulier pour les populations qui ont d'autres préoccupations, si j'ose dire, dans leur univers que la protection de la biodiversité ou que la protection contre les polluants ou que sais-je. Peut-être pour rebondir sur 2-3 aspects, en France, on est face à des Français qui disent aidez-nous à lever la contrainte. On a le sentiment parfois que, en termes d'alimentation, on ne sait pas comment faire pour pouvoir bien se nourrir ou voire parfois bien nourrir nos enfants sans gréver totalement notre budget. Et je pense notamment aux classes moyennes et aux catégories populaires. On a une difficulté à pouvoir se mouvoir sans utiliser sa voiture. Et on voit en général que lorsqu'il y a le développement des transports publics, il y a une baisse de l'utilisation de la voiture. On est très loin du modèle des années 70, 80, voire 90 sur le fait d'avoir une fierté d'utilisation de la voiture, en tout cas majoritaire, même si évidemment les SUV explosent, etc. Mais en fait, en tout cas, quand on regarde dans les grandes masses, entre guillemets, et pas uniquement auprès de ceux qui s'achètent des véhicules neufs. Le troisième aspect, lorsque on aide les individus à lever la contrainte,
on voit qu'il peut y avoir des comportements électoraux ou des attitudes un petit peu différentes. Vous avez fait référence tout à l'heure au score de Cohn-Bendit en 2009 aux européennes, 16%, pratiquement le même score que le Parti socialiste. Il y a plusieurs éléments qui avaient contribué à cela. Effectivement, un petit coup de boost à la fin, notamment à travers le climat, à travers la présentation de Home. On peut rappeler d'ailleurs qu'en 2009, en 2007, pareil, lors de l'élection présidentielle, Nicolas Hulot avait fait signer le pacte aussi bien à Ségolène Royal qu'à Nicolas Sarkozy, et que ni l'un ni l'autre n'avait dit soit qu'il en rabattait sur sa prétention sociale, soit ni sur sa prétention en matière de croissance en intégrant les dimensions écologiques et environnementales. Donc, ce qui apparaissait comme étant une tension absolument irrémédiable avait commencé à titiller une partie des Français, en tout cas ceux qui avaient été sensibles à cela. Mais je retiens également du score de Cohn-Bendit, 16%, le fait que forcément, là, il dépasse le strict cadre des catégories supérieures. Et que quand on regardait dans le détail des comportements électoraux, on a pu voir que sur 100 personnes qui se déclaraient proches de la CGT, alors je ne parle pas des militants, mais je parle des personnes qui étaient des personnes qui disaient la confédération syndicale qui me représente le plus, dont je suis le plus proche, c'est la CGT, 13% avaient voté pour la liste qui était conduite par Cohn-Bendit. C'est un peu moins que les 16%, mais c'est un score qui, je crois, est assez important et en tout cas à considérer pour ce qu'il est. Il est à considérer pour ce qu'il est parce qu'on avait vu également que derrière le discours d'Europe Écologie Les Verts de Cohn-Bendit, même à l'égard de ce qu'était le rapport à la voiture, il disait aux ouvriers, en tout cas c'est ce qu'ils avaient retenu, vous faites un métier, vous avez une valeur, vous avez une identité, vous avez un savoir-faire, et en même temps, ce que vous faites, ça ne s'inscrit pas forcément dans la logique du temps long, et donc votre industrie risque un jour ou l'autre de rencontrer des difficultés. Il va falloir penser, n'utilisez peut-être pas le terme transition, mais à changer l'activité, pas changer de métier en tant que tel, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir soit des véhicules propres qui soient construits, soit éventuellement la construction de tramways, et je crois que ça avait été un de ces axes de campagne, en tout cas à l'égard de cette proposition, en disant, voilà, vous savez faire, on nie pas votre qualité d'ouvrier, on nie pas votre savoir-faire, mais vous avez la possibilité, un, de pouvoir conserver votre emploi, et deux, de faire quelque chose qui est d'avenir et qui permet de préserver globalement les ressources énergétiques, ou en tout cas ne pas créer, de ne pas participer du réchauffement climatique. Ces franges de population-là y ont été sensibles. Voilà. Et aujourd'hui, on manque d'exemples, en tout cas c'est ce que disent les Français, pour pouvoir lever ces contraintes. Alors il y a des points immédiats, évidemment, et ça on le voit lorsqu'on travaille même sur la consommation alimentaire, la consommation en matière d'habillement, qu'il y a une mauvaise conscience qui traverse les individus. Mais ils ne trouvent pas toujours les ressorts pour pouvoir faire autrement. Et quand on regarde même précisément le mouvement des Gilets jaunes, quand vous regardez par qui il a été fondé initialement, quand vous regardez la première pétition qui a été signée, quand vous regardez les revendications initiales du mouvement des Gilets jaunes et les raisons pour lesquelles nous avons les 3/4 des Français qui, au début du mouvement, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, ça ne peut pas se résoudre uniquement à une question de prix du gasoil. Il y a tout un tas de questions qui se posent, notamment en matière d'aménagement du territoire, en matière de logement, en matière de transport, en matière d'accès aux services publics ou aux services publics, qui, dans ce contexte-là, n'a pas toujours permis à ces individus de pouvoir lever les contraintes dans lesquelles ils se trouvaient et donc qui demandent de pouvoir sortir de leur lien. Donc, je ne dis pas que tout est faisable, évidemment. Je ne dis pas, en fait, que la situation est évidente en matière de comportement ou en matière d'évolution. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a déjà une évolution des jugements, des opinions. Le climato-scepticisme n'existe pas dans la société française. Le lien entre l'activité humaine et le dérèglement ou le réchauffement climatique est quelque chose qui est extrêmement perçu de la part de nos compatriotes. Et la volonté d'agir existe aussi, sans toujours trouver les moyens, les ressorts de pouvoir le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je voulais juste préciser que Jean-Daniel doit partir un petit peu avant. Donc, merci beaucoup de vous être exprimé là-dessus. Du coup, je ne sais pas si Dalibor veut réagir par rapport à ça. Et après, on va entamer les questions. Oui, alors, pas longtemps. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, ce qui nous attend est beaucoup plus difficile que ce qu'on nous présente. C'est-à-dire que même les solutions techniques, typiquement la voiture électrique, ça ne va pas juste être changer le moteur. Ça veut dire que, par exemple, l'Allemagne, l'industrie allemande tremble parce que ça va mettre des dizaines de milliers d'ouvriers qui étaient spécialisés dans le moteur thermique
ils vont pas pouvoir, excusez-moi, ils vont pas pouvoir être reconvertis du jour au lendemain. Le moteur électrique est un moteur beaucoup plus simple, qui demande beaucoup moins de réparation. Donc, vous avez plein de garages qui vont perdre tout simplement des clients. Donc, et ça, c'est valable pour tout. L'énergie va devenir visible. Il y avait un très bon article dans Le Monde il y a quelques semaines qui disait que qu'est-ce qui nous dérange dans les éoliennes, c'est pas tant les éoliennes, on peut dire, on les préfère en bleu, on les préfère petites, on les préfère loin, etc. C'est tout simplement le fait qu'on nous met nos énergies sous le nez. Et ça peut être valable pour finalement des champs de panneaux photovoltaïques, etc. Et que ça nous fait mal, tout simplement, de voir que tout ce qui nous vient un peu, cette manne céleste pétrolière, à laquelle j'ai consacré un roman il y a quelques années, cette manne céleste pétrolière et gazière, qui était invisible, peu coûteuse, indolore et inodore, mais tout à coup, l'énergie, elle a un poids, elle est dans le paysage, elle a un coût. Les cimetières de pales d'éoliennes, ça existe déjà. On ne sait pas quoi faire de tous ces blocs de béton, tout ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle conception de l'énergie, une nouvelle conception de l'alimentation, une nouvelle conception des transports. C'est pas juste, bon, on va changer, c'est tout un imaginaire d'abondance qu'il va falloir abolir. Et ça ne veut pas dire que ça va être forcément triste. Ça veut dire qu'il faut effectivement beaucoup plus parler de partage, beaucoup plus parler d'égalité, et que la grande faute des Gilets jaunes, le péché originel, c'est d'avoir demandé à une certaine catégorie de la population de faire des sacrifices sur son plein d'essence qui lui permettent d'aller travailler, sans parler de taxer le kérosène, de taxer des usages, sans avoir un discours global qui implique tout le monde, qui embarque tout le monde. Il y a 40% des Français qui n'ont pas pris l'avion. 40% des Français qui n'ont pas pris l'avion, selon l'enquête nationale des transports, de leur vie. Hein. Ce n'est pas l'année dernière ou le mois dernier, de leur vie. Ils n'ont jamais pris l'avion. Donc, il y a 60% des Français qui pensent que ça va de soi, qui le prennent beaucoup, etc. Mais il faut aussi que ces gens-là soient dans la galère, hein, dans laquelle on veut les embarquer. Donc, il faut un discours vraiment extrêmement équitable qui donne des perspectives et pas juste renflouer les caisses comme on voulait le faire avec la taxe carbone. Donc, c'est ce discours que j'appelais tout à l'heure churchillien parce que il passe par un moment de peur, il passe par un moment de privation, de sacrifice, mais il faut aussi ouvrir des perspectives. Comme disait très bien Géraud, c'est une crise du vivant, il faut nommer les choses, et nous sommes, sauf preuve du contraire, des êtres vivants. Donc c'est simplement la survie de nos sociétés et la survie de l'espèce humaine qui se joue là. Donc, il faut, pour ces présidentielles, un discours. Malheureusement, on est encore des êtres archaïques. Il nous faut être sur des émotions primaires, la colère, la peur. Après viendra sans doute, si possible, le plus vite possible, le désir, la joie, le partage. Mais il faut dire les choses et utiliser un discours qui mobilise tout le monde et où tout le monde se sent partagé, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des logiques de segments où les uns organisent leur fuite, les autres organisent des refuges, d'autres des colères, etc., mais pas du tout dans une logique fédératrice où il va y avoir un effort commun. Personne, très peu de candidats, je ne vais pas faire l'arbitre des élégances pour la primaire de l'écologie, mais très peu de gens parlent d'un fardeau commun qu'il va vraiment falloir partager, cette répartition de l'effort qui nous attend. Merci beaucoup à tous. Donc maintenant, je vais prendre une série de questions. Donc, je demanderai à ceux qui veulent intervenir de lever une main jaune et comme ça, je peux leur donner la parole, maximum 1 minute. Donc, je vais prendre déjà peut-être la série de 5-6 questions maximum et après, les intervenants répondront aux questions qu'ils veulent. Donc, Armel Prieur, à vous. Le micro, alors.
J'aurais pu vous parler de ce que j'anime avec plusieurs au niveau des quotas carbone individuels pour essayer de trouver une solution à la question des gaz à effet de serre. Mais j'aimerais d'abord plutôt poser la question de la Libor. Il me semble que Delphine Bateau est un petit peu en dehors des habitudes électoralistes des Verts et qu'elle met les pieds dans le plat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est en mesure d'amener une rupture dans le politique? Si, tout à fait. Et comme par hasard, c'est celle qui, sans doute, malheureusement, va avoir le plus faible score. Et nous, je suis d'accord, elle nomme les choses. Peut-être que c'est un discours un peu trop anxiogène, même pour moi. Mais oui, c'est déjà une très bonne direction. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, faire une remarque, poser une question? Je ne vois pas de main qui se lève. Pardon. Sinon, n'hésitez pas. Hein. Moi, alors, s'il n'y a personne, s'il n'y a vraiment personne, et pour meubler, en attendant que le grand timide se dévoile. Moi, j'ai levé la main, peut-être. Vous avez mis Vicky, oui. J'ai levé la main. Pardon, je ne vous avais pas vu. Allez-y. Je peux poser une question? Oui, il y a eu très peu de mentions de l'économie et du système économique dans le débat, je trouve, notamment le système capitaliste qui pousse toujours à de plus en plus de production pour rembourser les dettes, l'idée que faut tout mesurer par le PIB, etc. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce problématique-là? Voilà. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'était une question que je voulais poser, mais il y a eu tellement de débats qu'on n'a pas eu le temps. Ce que je vous propose, c'est que les intervenants, les uns et les autres, en même temps, vous répondiez à une question qui vous inspire, mais en même temps, vous concluiez le débat parce qu'on n'a plus qu'à peu près une vingtaine de minutes. Donc, sur cette question de… Moi, je veux bien commencer, comme ça, je peux me permettre de conclure en même temps. Je suis désolé, je vais vous quitter à l'issue de cette… Ok, Jean-Daniel, merci. Déjà, pour remercier, parce que je trouve que c'est toujours instructif de pouvoir échanger et avoir des points de vue qui sont des points de vue différents. Et moi, je pars d'un prisme qui est un prisme forcément déformant, qui est de l'opinion, et pas forcément toujours les comportements réels, mais les aspirations de la part des uns et des autres. À travers les enquêtes qu'on peut faire, on fait beaucoup d'enquêtes qualitatives, c'est-à-dire qu'on fait parler pendant 3 heures, 4 heures des Français sans leur poser de questions précises. En tout cas, ils ne sont pas forcément appelés à répondre par oui ou par non, mais beaucoup plus en fait à nous dire comment ils structurent leur représentation. Et même s'ils n'utilisent pas exactement le terme capitalisme ou crise du capitalisme, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui, en fait, je dis aujourd'hui, mais ça date depuis quelques années, d'une forme de crise du capitalisme d'un point de vue global dans la société française. Déjà, le terme capitaliste en France est un des thèmes qui est le moins apprécié, en tout cas dans les études internationales, ou un des pays en fait, le plus, si ce n'est anticapitaliste, en tout cas critique à l'égard du capitalisme. Il y a effectivement la perception que ce qui apparaissait comme étant le progrès, la promesse du capitalisme, qui était d'une manière générale une bonne répartition des richesses, la reconnaissance de l'implication individuelle, les conséquences à titre personnel au regard de l'effort collectif, ne sont pas atteintes. Et qui plus est, une consommation qui n'apparaît pas comme étant toujours rassurante ou en tout cas satisfaisante, et la perception que, au final, derrière cette dimension-là, on a l'appauvrissement de la planète, l'appauvrissement des ressources et une situation qui est anxiogène à l'égard de l'avenir, donc pas forcément un progrès pour l'ensemble de l'humanité. Est-ce qu'un système alternatif aujourd'hui apparaît comme étant envisageable? Il y a des difficultés à pouvoir le concevoir, mais en tout cas, il y a une critique qui est une critique assez manifeste. L'idée globale qui vise à dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des moyens de faire autrement est appréciée, et notamment lorsque ça peut conjuguer la responsabilité des individus au regard de leur application. Et je vais vous prendre notamment l'exemple de tout ce que peut être
la consommation d'électroménager d'un point de vue général. Quand vous interrogez les Français, ils sont ravis d'acheter un nouveau réfrigérateur ou d'acheter un nouveau fer ou un nouveau lave-vaisselle. Échappe un peu à ce modèle-là la consommation de téléphones portables, mais mis à part cela, il y a peu de satisfaction d'avoir un nouvel objet. Et donc là est posée la question de la responsabilité des entreprises. Dès qu'on teste, par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une garantie, qui soit une garantie de long terme, ou une réparabilité qui soit assurée, ou tout un travail contre l'obsolescence programmée, là, ça recueille un assentiment qui est un assentiment important de la part de nos compatriotes. Et encore une fois, ils disent aidez-nous, voilà, aidez-nous. En tout cas, la prise de conscience ou l'appétence à faire différemment ou à pas toujours consommer exactement de cette manière-là n'est pas forcément complètement dans les mœurs. On peut voir même tout ce que peut être l'attitude à l'égard des recycleries, l'idée en fait d'avoir une consommation bio, d'avoir une consommation en circuit court, etc., qui progresse d'un point de vue général d'opinion, qui se heurtent parfois à des problèmes qui sont des problèmes de pouvoir d'achat, mais qui sont aussi dans une articulation, là pour le coup, qui apparaît comme étant relativement vertueuse, un, en matière de santé, deux, en matière de maintien d'une forme de commerce, d'artisanat ou d'agriculture de proximité. Si on veut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je pense que la situation serait quand même beaucoup plus difficile si on se disait que déjà, il y a besoin de convaincre les individus de la réalité de la situation. Si on avait besoin de les convaincre, entre guillemets, des bons gestes à adopter pour pouvoir faire en sorte que les effets des individus sur le dérèglement climatique ou de la collectivité soient moins importants. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. Et dans d'autres pays, on voit qu'on n'est pas du tout, entre guillemets, à ce niveau de conscience. Est-ce que niveau de conscience, ça veut dire action? Pas toujours. Mais il est plus facile de pouvoir agir une fois qu'entre guillemets, on a un bon niveau de conscience, plutôt que de se mettre à agir alors même qu'on n'a pas une préoccupation qui est une préoccupation majeure. Je rejoins avec force ce que disait tout à l'heure Dalibor. La question de l'urgence ou la question de l'inquiétude participe effectivement de la mise en action. Je serais tenté de dire qu'en France, parfois, la notion de contrainte participe aussi de la mise en action, avec une mise en action plus ou moins volontaire. Un des exemples récents, même si c'est sur un autre registre qu'on a pu voir, la mise en place du pass sanitaire, une augmentation considérable déjà du téléchargement de Stop touche anti-Covid, et deux, vous le savez tout aussi bien que moi, du nombre de Français qui au final sont allés se faire vacciner. Donc on a besoin parfois d'avoir cette articulation entre prise de conscience, incitation et en même temps possibilité de réprimander ou de critiquer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose aux autres intervenants de vous exprimer un peu par rapport à cette idée cette nécessité de changement de modèle économique, de remise en cause du système dominant qui fonctionne actuellement et qui nous mène droit dans le mur. Donc, je ne sais pas si vous pouvez repartir là-dessus ou rebondir pour vous exprimer, à moins qu'il y ait une autre question. Oui, Dalibor. Oui, donc moi je fais ma petite conclusion. Donc pour la dette, moi je n'en étais pas convaincu déjà depuis longtemps, mais avec pour moi la crise du Covid, le problème de l'argent disponible, on a bien vu que quand on veut, on peut, et que quand on doit, on peut. Donc tout à coup, tout ce qui nous avait été présenté comme impossible, il n'y a pas d'argent magique, etc., eh bien l'argent, on se rappelle que c'est une convention. C'est une convention que l'on peut créer de l'argent, on peut l'emprunter à très long terme, etc. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas un fardeau, etc. Mais que quand on peut, quand on doit, on peut. Donc, si on avait la prise de conscience égale à celle du Covid, un degré d'urgence, etc., on trouverait l'argent nécessaire à la rénovation des logements, etc. Sauf qu'il n'y a pas cette prise de conscience et qu'il faut qu'il y ait des choses comme le Covid pour qu'on découvre que finalement l'argent, c'est avant tout une convention sociale, une convention économique, une convention entre pays, et qu'on peut toujours, pour la bonne cause et quand il y a un consensus, s'arranger avec ça.
Pour conclure, je voulais rebondir sur une petite remarque que j'ai vue passer dans les discussions. Quelqu'un disait oui, mais le nucléaire en Allemagne, est-ce que c'était pertinent écologiquement de prendre cette décision? Est-ce que c'était une bonne décision? Alors moi, je trouve que c'est cette discussion sur le procès de l'Allemagne qui a fermé le nucléaire et qui évidemment émet maintenant avec des centrales à charbon, je trouve que c'est typiquement une façon de hiérarchiser les choses qui devrait cesser. C'est-à-dire qu'on est dans une crise écologique majeure. Le changement climatique, le réchauffement climatique, ça, plein de gens l'ont dit, à tous les feux de l'actualité. Parce que les gouvernements le mettent en haut de l'agenda, parce que c'est international, parce qu'effectivement, on atteint des seuils critiques, etc. Mais ce n'est pas le seul. Il y a la biodiversité, il y a la crise, la pollution des océans, etc. Alors, ces crises sont liées, mais je ne vois pas au nom de quoi le réchauffement climatique serait plus important que la disparition des terres agricoles, même si tout ça est lié. Donc, il faut que la menace que fait peser, alors là, c'est un anti-nucléaire qui vous parle, mais j'espère que je ne suis pas le seul, que la menace que fait peser le nucléaire, et quand on sait bien ce que ça donne à Fukushima ou à Tchernobyl, ce que c'est qu'une région avec un accident nucléaire relativement élevé, mais pas le pire. Allez parler aux gens de Fukushima, allez parler aux gens de Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est qu'écologiquement Tchernobyl et qu'est-ce que c'est qu'écologiquement Fukushima? Donc, on ne peut pas dire « Ah oui, mais attention, en fait, le but ultime, c'est de ne pas émettre de gaz à effet de serre. » Non, je pense que si un peuple estime qu'à un moment donné de son histoire, il perçoit le péril nucléaire, les déchets nucléaires, la stérilité nucléaire massive de millions d'hectares, comme c'est le cas au Japon ou ailleurs, et le coût de milliers de milliards d'euros que ça occasionne, s'il perçoit ce danger aussi aigu que le danger du réchauffement climatique, eh bien, il a tout à fait raison. Et au moins, les Allemands, ils en auront fini avec un des gros problèmes écologiques qui est le nucléaire. Ils passeront ensuite à d'autres, mais au moins, ils en auront résolu un. Donc, je ne pense pas qu'il faille hiérarchiser les priorités. On a aussi besoin d'un discours qui montre que cette crise écologique, on doit l'attaquer par tous les bouts. Mais il n'y en a pas un qui doit être prioritaire par rapport à l'autre. Tout se tient, donc il faut faire feu de tout bois, si j'ose dire, et parler dans la globalité. Donc les Allemands, eh bien, s'ils vont jusqu'au bout de leur démarche, ce qui a l'air d'être fait, ils auront résolu un des très gros problèmes écologiques de ce siècle, qui est la prolifération et le risque nucléaire. Merci beaucoup, Dalibor, pour ce point. Sylvie, est-ce que vous voudriez bien nous livrer vos réflexions, conclusions sur le débat? Alors, à la fois sur la question sur l'économie, et puis effectivement, je ne sais pas si je vais clore, mais peut-être ouvrir plutôt sur les enjeux qui vont apparaître bientôt. Sur l'économie, en fait, c'est vrai on peut raisonner en individuel, parce qu'en individuel, déjà, il y a des remises en cause du capitalisme, je dirais, depuis que l'écologie est née quasiment, et par des expériences communautaires ou même alternatives, même de l'invention de monnaie, etc. Donc, je dirais que dans le mouvement social, c'est relativement présent, et même plus que présent, omniprésent. Par contre, moi, je m'interroge, ça s'articule avec d'ailleurs une des dernières réactions là, dans le chat. C'est-à-dire, le problème, c'est que si les écologistes, imaginons, arrivent au pouvoir et sont donc en position de la présidence, quid aussi du contexte du système international? C'est-à-dire que clairement, une remise en cause du système économique et de la régulation économique va demander un ajustement de nos partenaires, alors que ce soit européen ou sur la scène internationale. Et ça, c'est une autre contrainte. C'est pour ça que je disais que j'allais ouvrir le débat en réalité, parce que clairement, ce qui est l'enjeu, alors peut-être de la soirée au départ, c'était surtout les problématiques, l'enjeu de la campagne elle-même
et du programme. Mais au bout du bout, si on veut aller jusqu'au bout, justement, c'est quand même une transformation par l'incarnation. L'incarnation par un président ou présidente. Et là, il va y avoir l'enjeu qu'en 81 a connu la gauche, hein, c'est-à-dire l'enjeu d'être à un niveau national et d'être dans des contraintes internationales. Et ça, sur les questions économiques, là, je laisse la question ouverte parce que je ne suis pas économiste déjà, mais ça sera une contrainte sur les agendas, y compris internationaux, puisqu'on sait très bien qu'il y a une forte interdépendance en matière économique. C'était mon mot de la fin, enfin du moins pour cet aspect. Merci beaucoup Sylvie. Géraud, c'est à toi. Oui, le mot de la fin. D'abord, j'ai trouvé le débat passionnant. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier sur l'économique. Je pense qu'en effet, le système capitaliste n'est pas adapté à la transition écologique. Cela dit, je pense que il ne faut pas revenir parce que je ne vois pas de débouché concret au débat du passé sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un voit une autre solution que l'économie de marché? Ça a été expérimenté en Union soviétique avec des résultats de concert, l'économie planifiée, et je ne crois pas qu'il y ait de véritable alternative à l'économie de marché. Alors, peut-être qu'on m'en donnera, mais je ne dis pas, dans la rue diverses et variées, de possibilités très concrètes de s'abstraire de l'économie de marché. Est-ce qu'il s'agit, si on est contre le système capitaliste, de revenir à une économie publique? Je ne pense pas que non plus ce soit véritablement la solution, parce qu'on voit bien que l'économie publique, elle a aussi beaucoup de défauts, et d'ailleurs, elle a tendance à se rapprocher des mécanismes de l'économie privée de plus en plus. Et donc moi, je suis personnellement pour une remise en cause, mais pour une nouvelle économie écologique. Et c'est vrai que quand on regarde les choses concrètement, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, circuit court, etc., tout ça, réduction de la place de l'économie marchande, tout ça, ça fait une nouvelle économie écologique. Est-ce que c'est encore le système capitaliste? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une nouvelle économie. Et moi, personnellement, ce que j'aimerais, parce que on essaye de faire, nous, la fabrique écologique, et en tout cas, moi, c'est ma conception, d'essayer d'avancer de manière très concrète sur ces sujets. Et en effet, on verra que on débouche sur une nouvelle économie. Mais au moins, ce sera extrêmement concret et non pas des débats théoriques, je dirais, du XXe siècle. Alors, le deuxième point qui me paraît important, parce que ça n'a pas été cité, et moi, je voudrais le citer, c'est qu'évidemment, la clé de tout ça, c'est que ça soit vécu, ça a été dit, comme équitable, et que donc, ceux qui devront supporter un certain nombre de transitions, eh bien, ils soient accompagnés dans ces transitions de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que ça fera, là, pour le coup, des dépenses tout à fait importantes, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de mettre sur la table, par exemple, quand on parle de la reconversion de l'industrie automobile, je pense qu'il est absolument indispensable que l'État mette des moyens massifs, pour que cette reconversion se passe bien et que les gens qui sont aujourd'hui dans l'industrie automobile trouvent des emplois, et pas simplement trouvent des emplois équivalents dans leur qualification, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, je pense qu'il y a un effort tout à fait considérable qui doit s'appuyer sur des fonds publics, et je crois que ce serait important que les uns et les autres, on fasse bien comprendre ça et qu'on lise les programmes en regard de ça. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, c'est très simple, nous reviendrons dans une situation de type gilet jaune ou assimilé, où une catégorie de la population n'acceptera pas la transition. Et elle aura quelques raisons, parce que c'est elle qui supportera les principaux aspects de la transition et non pas d'autres. Et donc, je crois que c'est un élément tout à fait important. Et je remarque que, alors évidemment, ça va contre l'idée qui est souvent développée, que la transition écologique et les questions sociales vont ensemble et sont spontanément concordants. Ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes sociaux majeurs que peut créer la transition écologique. Et pour ça, il faut que des solutions soient co-construites pour que les gens qui sont concernés puissent avoir des solutions dans de bonnes conditions. Et je crois que cette réflexion-là,
elle est tout à fait importante à mener et je pense qu'il faut qu'elle soit menée dans le cadre de ces élections présidentielles. Voilà, en tout cas, moi, je remercie tout